Bonjour, on est avec Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, qui se rend aujourd'hui à Menton, à la police aux frontières, pour une visite surprise, mais je crois que vous les avez prévenus que vous veniez déjà. Non, on n'a pas prévenu. On est en relation avec des associations qui travaillent dans le secteur, évidemment dans l'accompagnement des personnes qui traversent la frontière pour protéger leurs droits. Et non, on ne va pas prévenir, on va essayer de faire jouer notre prérogative particulière de parlementaire et de rentrer pour constater exactement dans quelles conditions tout ça se passe. Donc non, l'idée, si on les prévenait, évidemment, il y aurait un risque d'avoir une visite un peu Potemkin, quoi, où tout aurait été ripolliné. On veut essayer de voir les conditions réelles les plus proches du quotidien. J'ai cette possibilité, comme tous les parlementaires en réalité, et c'est vrai que c'est une espèce de discipline des parlementaires insoumis que d'aller inspecter ou à minima visiter les lieux de privation de liberté comme la loi nous le permet, et souvent évidemment ce sont des centres de rétention administrative. Dans le cas de Menton, il y a une question qui se pose sur le statut exact de ces bâtiments, donc c'est aussi une façon de lever certaines incertitudes concernant ces bâtiments. C'est un rapport assez accablant, il date d'avril 2024 et dans lequel la défenseur des droits liste l'ensemble des manquements à la règle et aux droits, tout simplement, aux lois de l'administration, des services de la police de l'air et des frontières, qui ne respectent pas d'une manière générale les droits des personnes qu'ils interpellent, soit parce qu'elles ne mènent pas des entretiens suffisamment approfondis, elles ne documentent pas, ne respectent pas les procédures qui garantissent justement le respect des droits fondamentaux des personnes, elles ne recourent pas systématiquement à un interprète par exemple quand les personnes ne comprennent pas le français, et parfois même elles sont privées de liberté de manière évidemment exagérée. Donc c'est l'ensemble de ces manquements qui nous inquiètent énormément. Ils sont connus d'une certaine façon, ils ont été documentés aussi par d'autres acteurs. Beaucoup d'associations sont actives dans le département. Il y a un enjeu évidemment juridique, et puis il y a un enjeu peut-être aussi de contrôle de l'exécutif, parce que à partir de ce qu'on voit, peut-être que d'autres ressources seront mobilisées. D'une manière générale, la France Insoumise propose un accueil humain. C'est la première des choses. Le respect des droits fondamentaux, ça implique évidemment de très nombreux ajustements ou de très nombreuses transformations. Ce ne sont pas simplement des ajustements, de nombreuses transformations dans ce qui est fait aujourd'hui. Nous, d'une manière générale, on formule le problème qui est d'habitude résumé sous le terme de crise de l'immigration comme une crise de l'accueil. On voit qu'il y a énormément de faux semblants dans le débat public sur le sujet. Les nombres sont inexacts. Il y a une politique du chiffre qui consiste aussi parfois à gonfler les chiffres. Et évidemment, c'est de nature à biaiser le débat public sur le sujet en disant que vous voyez, le nombre est tellement élevé que ça pose des problèmes, etc. D'une manière générale, nous considérons que quand les personnes sont là, il n'y a pas de nécessité à les jeter à la mer. De toute façon, il n'y a pas d'alternative à les accueillir intelligemment, dignement, humainement. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui est un peu dans la post-vérité. Il y a eu un complément d'enquête là cette semaine sur les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a eu cette phrase: la réalité dément cette étude. Comment on arrive à se positionner quand on donne un travail sourcé, scientifique et documenté face à un ministre de l'Intérieur qui juge sur des on-dit et des candidatons? Dans le cas de Bruno Retailleau, il est bien évident que son choix, c'est plutôt de mentir et de contourner la vérité. Alors on mène une bataille globale, c'est pour ça qu'on s'intéresse tellement à la question des médias. C'est qu'on ne peut pas imaginer que des citoyens prennent des décisions sur des sujets aussi importants et se prononcent au moment des élections en ayant une vision si déformée. En général, je pense que beaucoup acceptent au sein de la France Insoumise la notion de racisme d'État. Je ne crois pas qu'il faille en faire ni un point de cristallisation. Ce qui est patent, c'est que des politiques racistes sont mises en œuvre aujourd'hui dans ce pays et à minima xénophobe, et que l'impulsion vient évidemment de très haut et qu'elle est aussi relayée par des acteurs à tous les échelons, si vous voulez, de l'appareil d'État. Vous voyez, par exemple, on parle plus facilement de racisme systémique comme un ensemble de systèmes qui sont incorporés, y compris par des personnes qui ne sont pas racistes intrinsèquement ou qui ne véhiculent pas le plus souvent ou consciemment des propos, une idéologie raciste. Le risque en politique, c'est d'employer des mots que vos interlocuteurs ou les personnes qui vous écoutent n'entendraient pas exactement comme vous. Donc moi je crois
qu'il est plus facile d'entendre le mot racisme systémique, politique raciste et xénophobe que racisme d'État. Besoin d'une décision, c'est eux qui prennent d'office la décision. S'ils ont besoin de la réponse des Italiens, mais qui arrive en général dans les 2 heures. Et en fait, ils envoient un mail à la police italienne. Donc, là, ils disent qu'ils sont en régime de vérification d'identité. En respectant la loi strictement. Ouais. C'est pas la même procédure quand ils se font attraper ici à un point de passage autorisé que s'ils se font attraper ailleurs dans le secteur. Alors aujourd'hui, si. Aujourd'hui, justement, depuis cette décision de février, tout le monde passe par cette procédure de réadmission vers l'Italie, qu'ils soient arrêtés sur la route dans la ville de Menton, par exemple, ou au point de passage autorisé de la gare. D'accord. Ce qui arrive, et c'est ça qu'on voulait que je demande aussi, dans très rares cas, mais nous on a aussi des témoignages et les gens disent j'ai demandé l'asile, ils sont quand même renvoyés en Italie. Après, il faut trouver la preuve, etc. C'est ça qui est compliqué. Donc je suis Agnès Leroll, je travaille pour un projet qui s'appelle la CAFI, qui veut dire la coordination des actions aux frontières intérieures. C'est un projet de 5 associations que sont Amnesty International France, la CIMAD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique, Caritas France. Et ce projet a pour objectif la défense des droits des personnes étrangères aux frontières. Il existe depuis 2017. Il est né à la suite d'interpellations des équipes locales de ces associations ici, à Menton, Nice et dans la vallée de la Roya. Pour venir en soutien un petit peu à la coordination avec les acteurs du côté italien. Il s'est étendu ensuite du côté de Briançon pour la frontière italienne et à la frontière espagnole à partir de 2019. Et aujourd'hui, c'est un projet qui porte un plaidoyer qu'on dit sur les 3 frontières, parce qu'il inclut aussi la frontière franco-britannique, donc qui est à Calais, Dunkerque, pour essayer d'interpeller, dénoncer, faire changer les politiques sur ces lieux, cesser les atteintes aux droits fondamentaux des personnes, que ce soit le droit d'asile, la protection des mineurs, le harcèlement des personnes migrantes comme de leur soutien, destruction des biens. Le premier pas, ce serait déjà d'essayer de faire respecter le droit. L'État est souvent en irrégularité sur la gestion de la frontière en ne respectant pas ses propres lois. Alors c'est pas facile parce que ici, donc pour vraiment prendre la situation à Menton, il y a toute une série de réglementations au niveau européen puis au niveau local qui sont emmêlées, enchevêtrées. Le droit qui est pas appliqué parce que au départ les instructions sont même pas les bonnes. Les instructions données aux forces de l'ordre sont pas forcément celles qui respectent le droit. Les exemples qui arrivent au quotidien ici, sans rien connaître du tout à la question du droit qui pourrait s'appliquer. Sont interpellés souvent dans le train, mais ça peut être aussi ailleurs, dans les bus, dans les voitures ou à pied, et renvoyés quasiment systématiquement de l'autre côté, donc en Italie. Sur cette frontière, il y a un local qui est connu depuis longtemps, des Algeco, où les personnes sont détenues sans régime juridique valable. On va pour faire court, parce que c'est toujours un peu compliqué. Il y aurait des milliers de personnes qui pourraient porter plainte contre l'État français pour détention arbitraire, ce qui est quand même très grave de détenir quelqu'un sans fondement légal. Et donc, on a essayé de passer par la question de l'accès à ces locaux, et notamment par des députés. Ou un autre exemple sur les pratiques appliquées aux mineurs non accompagnés. Elles sont issues d'un protocole qui est illégal selon nous, parce que le protocole en tant que tel, pour nous, respecte pas la loi. Le volet qu'on utilise beaucoup, c'est celui du plaidoyer, c'est d'interpeller les responsables. Donc, bien sûr, au niveau de la préfecture, bon, on est rarement entendu, mais au moins on dit qu'on l'a fait. Mais ça peut être des députés, ça peut être aussi différents comités. On informe aussi la défenseur des droits, la contrôle générale lieu de privation de liberté. On a comme ça obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire et qui a rendu un rapport qui est édifiant parce que tout ce qu'ils disent sur Menton, c'est exactement ce qu'on dit aussi. Alors, chaque fois, on espère que ça a un peu de poids. Quand d'autres, on va dire, institutions que nous le disent, malheureusement, ça change pas forcément dans les faits. On sait qu'il y a Hugues Moutou qui est en poste depuis 1 an ou un peu plus, je sais plus, mais qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est arrivé, celui qui se fait surnommer le bulldozer d'ailleurs? Ça a changé pas mal de choses en termes de procédure à Nice sur les personnes étrangères. Je pense sur la question du renouvellement des titres de séjour. Mais sur la frontière en tant que telle, on n'a pas forcément vu un changement direct. Ce qui est appliqué aux frontières, je pense, c'est très centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur.
toutes les politiques qui sont mises en œuvre aux frontières, l'objectif c'est d'avoir des chiffres dans l'année du nombre de personnes qui sont pas autorisées à rentrer sur le territoire. Et même les policiers le savent qu'à la fin les personnes franchissent la frontière au final. C'est par exemple les politiques de harcèlement qui sont mises en place de manière plus ou moins ardente. Je sais que pendant un moment il y avait une forme de tempérance qui s'était installée et que là on est un peu reparti avec beaucoup plus de pushback ou peut-être plus de harcèlement policier. Ce qui souvent pose problème parce qu'à la fin les policiers peuvent se sentir plus autorisés à harceler et notamment aussi les solidaires et aussi les personnes migrantes, ce que nous on va pas voir au quotidien. Au final, je montre ici parce qu'on est à la frontière, les pratiques qui s'appliquent ici sont toujours les mêmes en fait. Tout à l'heure tu disais que vous aviez fait une observation en décembre, que vous aviez vu 28 refoulements. Est-ce que c'est un flux continu, c'est un flux qui se tarit? Alors c'est pas facile à dire cette frontière parce qu'en fait on n'a aucun lieu d'accueil du côté français. Du coup on n'a aucune idée du nombre de personnes qui passent la frontière. Contrairement à Briançon où il y a un refuge où en fait ils comptabilisent toutes les personnes qui passent par le refuge et donc ils savent, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait déjà 25 000 personnes qui étaient passées par le refuge. Sachant que c'est les chiffres des procédures, mais là, c'est pas les chiffres des personnes. Donc, une personne peut avoir 4 procédures, et comme une personne peut arriver à passer sans aucune procédure. En fait, ce sont les chiffres qui rentrent sur le territoire, et on sait très bien qu'il n'y a pas de vagues submersives, etc. Et donc, nous, on est plus sur la communication à propos des renvois sur les personnes qui rentrent. Est-ce que tu peux rappeler un peu succinctement ce que c'est qu'être dubliné et qui est un peu symptomatique des difficultés à faire des demandes d'asile? Quand un demandeur d'asile, donc là, ce monsieur en France, il fait sa demande, on vérifie ses empreintes. Et si ces empreintes montrent qu'il a été d'abord enregistré dans un autre pays européen, hop, on le place sur cette procédure Dublin en demandant à ce pays s'il peut être transféré et du coup recommencer la procédure dans ce pays. Et donc il y a plein de gens comme ça qu'on dit les Dublinés qui sont entre différents pays en train d'attendre que leur demande d'asile finalement aboutisse quelque part dans un pays plus ou moins respectueux des droits. Le Dublin positif, c'est-à-dire de faire en sorte que le mineur rejoigne, ça s'appliquait absolument jamais et c'est pour ça que les personnes comme les mineurs prennent des grands risques pour rejoindre leur famille. J'ai interrogé évidemment sur toutes les procédures, mais comme les procédures sont connues, donc tant qu'on ne constate pas en direct qu'elles ne sont pas respectées, on est prié, enfin on est bien obligé de les croire, d'autant qu'encore une fois, en dernier, le commandant s'est montré tout à fait disponible, courtois, cordial même. Là je l'ai prévenu qu'on venait à la gare, il m'a dit qu'il allait les appeler, qu'il y avait donc un local de police à visiter. Il appelle ça local de police lui Ouais, du coup. Ouais. Ils ont bien précisé que quand même depuis le rapport, en réalité, le rapport porte sur des faits qui datent de 2023 et que donc le cadre juridique et les pratiques ont entièrement changé depuis. Après, il y a les lieux eux-mêmes qui sont des lieux vétustes en grande partie, y compris pour les policiers. Après une visite d'un député, il ne savait plus si c'était un communiste ou un socialiste qui avait dit Je pense que c'est Arthur Delaporte. Donc voilà, comme il n'y avait pas de matelas, okay. Ils ont reçu une grosse livraison de matelas. Okay. Donc c'était la question à quoi ça sert ce genre de choses, ça peut servir aussi à ça. Il faudrait que moi que la personne qui passe puisse contrôler le dossier. Il faudrait pouvoir faire un coup de sonde en me disant je prends le dossier machin là, et puis je vois comment il a été mené de bout en bout, est-ce qu'il y a les pièces annexées, etc. Et ça je ne peux pas le faire. Donc est-ce qu'il vous a dit qu'il remettait les procédures personne oui, je lui ai demandé si les décisions étaient notifiées. Oui, il respecte les procédures, il va pas me dire qu'il respecte pas les procédures. Il a pas... Non, parce que des fois ils disent non mais comme ils comprennent pas très bien, ça sert à rien, ou alors ils les jettent. Mais comme là c'est quand même près de 100% des gens qui ne reçoivent pas, on se dit que c'est pas les personnes qui les jettent. Et pareil, à la fin il me disait après il faut se rendre compte quand même qu'ici on ne fait pas, il n'y a pas que des refus, il y a 60% des personnes qui passent. Ah ouais? 60%. Entre 50 et 60% des personnes qu'on traite ici qui sont pas réadmises. C'est vrai, il a dit ce chiffre-là? Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Le seul moment vraiment où là j'ai senti une vraie gêne, c'est quand je me suis retrouvé face à la fonctionnaire du département. L'appréciation de minorité. T'as senti un changement d'attitude, toi aussi, Arthur? Même quand on est parti. Et c'est le seul endroit où il a précisé mon étiquette politique. De toute façon, il y a que des gauchistes qui font ce genre de choses. Les gens de droite, ils viennent pas. Je leur ai demandé s'ils avaient une formation pour détecter les traumas, les situations
Et vraiment, on voit que c'est une déformation professionnelle, c'est des policiers, ils s'intéressent pas au bien-être des gens. Mais je le dis sans méchanceté, hein, mais ils m'ont tout de suite dit non, c'est vrai, on n'a pas de formation comme ça. Nous, éventuellement, on a des formations pour détecter des personnalités dangereuses, terreaux, assassins ou quoi que ce soit. Le truc qui fait que ce que j'ai entendu aujourd'hui et le rapport peuvent aussi être en si net décalage, c'est que le rapport s'intéresse à l'ensemble de la frontière. Voilà, vous voyez, il y a une vraie expertise à développer, quoi. C'est très compliqué. En plus, moi, je suis pas à la commission des lois, donc. Le coût du système de contrôle à la frontière depuis 2015, H24 à la gare, au péage, en bas, au pension Ludovic, dans la Roya. Donc je sais pas, ça doit c'est des milliards aujourd'hui. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus que ça ne rapporte. Ça, c'est sûr que ça rapporte rien. Il n'y a aucune efficacité même, puisque les personnes passent. Le plus jeune nous a dit, de toute façon, ils passeront. Ça coûte des millions, voire plus. C'est quand même assez... Et ça coûte plus en vie humaine et en... Bon. On va faire un tour à la gare. Ouais, on y va. Et maintenant, on met un effectif de l'autre côté du quai parce que les migrants se dissimulent, prennent des risques en fait, en se dissimulant entre les soufflets. Donc là, on est dans le cadre du RCFI. Oui. Donc l'établissement de contrôle aux frontières intérieures. Donc ça veut dire que, a priori, dans la logique du RCFI, ce qu'on cherche, c'est pas des personnes qui sont sans papier, c'est des personnes qui sont dangereuses pour la sécurité. C'est les deux en fait. Dans le cadre du RCFI, on contrôle l'identité des personnes qui souhaitent rentrer en France. On découvre des personnes qui font l'objet de fiches, c'est courant, c'est même très fréquent. Comment se font les contrôles? Parce qu'il y a la question des contrôles un peu au faciès qui surgit souvent. Comment se font? En fait, là, comme on est dans le cadre du RCFI, il n'y a pas de contrôle aléatoire. La personne est mise ici, il y a une palpation de sécurité qui est faite à l'abri des yeux du public, parce que c'est vrai que c'était un petit peu la problématique avant la livraison de ce local, c'est que tous les contrôles se faisaient à l'extérieur. Ouais. Et c'est mieux, c'est plus confortable pour les policiers, c'est plus confortable pour les gens qui sont effectivement contrôlés. La personne, elle est identifiée, on lui demande de suivre le policier. Oui. Elle suit tranquillement. Oui. Et ensuite, donc, elle vient ici, elle est pas appelée une première fois, et puis si elle présente une pièce d'identité dans le train, elle est pas embêtée. Ou un justificatif, quoi. Ouais. Voilà, elle est pas embêtée. Non. Si je décide de faire un contrôle, et puis je passe au fichier, et je ressors une fiche de recherche aussi. Et s'ils n'arrivent pas à dire que oui, il est authentique ce document, ils vont être amenés au niveau du service, au SPAFT, et là on fait le contrôle de seconde ligne. Donc s'ils ont un doute, ils vous l'envoient. Et là vous avez... encore pareil, des bureaux pour les collègues. Ils habitent dans le secteur ou ils sont... alors il y a un petit peu de tout. On a des réservistes il y en a qui sont hébergés. Qui sont dans le secteur. On en a aussi qui sont hébergés, qui arrivent un peu de partout. Alors on a des hôtels sur Menton. Donc personne ne reste enfermé 2 heures, 3 heures, 4 heures, jamais. Non, jamais. Ok. Tout à l'heure, vous avez mentionné les fichiers S par exemple. On peut être fiché S pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce que ça fait quand vous tombez sur quelqu'un qui a une fiche S? En fait, la fiche S, c'est une information en fait. Mais c'est pas une infraction. C'est juste que on fait attention à cette personne-là et on signale son passage. Voilà. C'est du renseignement en fait. C'est du renseignement. En fait. Ça veut dire que vous complétez la fiche. On va compléter la fiche. Elle est passée à tel endroit. Elle était contrôlée avec 2 autres personnes, l'identité des 2 autres personnes, etc. Mais en fait, en général. Je veux dire, une personne fichée S, elle ne va pas être amenée à mon service parce que l'idée c'est de ne pas inquiéter les personnes qui sont fichées S, sauf s'ils ont commis une infraction, mais s'ils ne sont pas recherchés autrement, c'est bon. On va voir ce qu'ils vont nous dire arriver au poste, mais là pour l'instant en tout cas ils peuvent pas continuer leur chemin vers l'intérieur du territoire. Ça va s'arrêter là. Une demande d'asile, c'est ça? Il y en a un que j'ai vu, c'était une demande d'asile, l'autre c'était ce qu'on appelle un pass sanitaire en fait, donc ça justifie son identité. Ça donne italienne, ça donne une identité, mais c'est pas un passeport, c'est pas une carte d'identité, donc ça permet pas effectivement de rentrer en France. Mineur ici,
dit qu'il a quand même aussi ce document de Mineur, demande. on intervient en sa faveur en fait, parce que la personne se dit mineure. Donc elle parle directement entre guillemets, enfin dans 4 en fait, heures. on la elle est laisse pas, envoyée, quoi. on la laisse pas libre comme ça Ah dans ouais. la nature. On va la prendre et il va y avoir une mesure de sauvegarde c'est Elle le sera conseil pas départemental renvoyée, qui va la quoi mettre qu'il en œuvre. Elle ne sera jamais envoyée. De toute façon, on ne pourrait pas, d'abord parce que les accords bilatéraux le permettent pas, et de deux, parce que de toute façon, si on tentait de renvoyer en Italie un mineur, les Italiens nous le renverraient tout de suite en disant non, les personnes vulnérables sont gérées par l'État dans lequel où ça a été découvert. Pareil, on a